Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Agneau et je vous emmène vers un nouvel épisode, une nouvelle conversation aujourd'hui avec le fondateur de Sciences Humaines et l'humanologue. La personne s'appelle en l'occurrence Jean-François Dortier. Alors, donc vous aurez compris, Jean-François Dortier, c'est un journaliste, mais pas que, c'est aussi un entrepreneur, parce qu'en réalité, il ne venait pas du tout du monde du journaliste quand il a créé, il y a maintenant 30 ans, Sciences Humaines. C'était tout simplement un jeune homme qui était passionné par le monde des sciences et en particulier par les sciences humaines, par l'humain, par le fait de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un humain. Vous pouvez imaginer que cette conversation est absolument passionnante. On a parlé entrepreneuriat, on a parlé vulgarisation, on a parlé également de sciences humaines bien sûr, et j'ai trouvé que vraiment Jean-François partageait avec énormément de conviction, mais aussi de proximité, toutes les découvertes qu'il avait pu faire durant ces 30 années au sein de Sciences Humaines. À la fin de l'épisode, Jean-François nous parle de l'Humanologue, le nouveau journal qu'il a lancé, la nouvelle revue qui a tout juste 2 ans, avec Edgar Morin, le célèbre philosophe. Une nouvelle manière de voir l'être humain, les humains comme il dit, comme on ne les a jamais racontés. Je vous incite évidemment à aller découvrir cette revue en kiosque ou pourquoi pas sur le site internet de Jean-François. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean-François Dortier. Bonjour Jean-François. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Eh bien écoutez Jean-François, j'ai envie de commencer par une question incongrue. Vous m'inspirez une question incongrue de but en blanc. Vous me faites peur. C'est le but. Mais une question qui m'a interpellée. Vous êtes, si je ne m'abuse, dysorthographique. J'ai lu ça parce que je suis allée vous stocker sur votre site internet. Et je me suis dit que ça serait intéressant que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est, la dysorthographie, et puis comment est-ce que vous avez été diagnostiqué, parce que ce que je trouve quand même assez cocasse et intéressant, c'est que vous avez quand même créé, non pas un, mais 2 journaux. Donc je me dis, quand on est dysorthographique, créer des journaux, c'est quand même assez incroyable. Oui, d'autant que je vis de mon écriture. Bah, c'est ça. Et c'était mon but premier dans la vie, c'était de passer du temps à écrire. Et je souffrais, à l'époque, alors parce que je suis un âge canonique, où on ne diagnostiquait pas les dysorthographiques. Dysorthographique, c'est tout simplement une personne qui fait 3 fautes dans une phrase, et puis on lui fait recommencer, et puis ça rentre pas, ça imprime pas l'orthographe et la grammaire. Et à l'âge que j'ai, après des dizaines d'années, des milliers de pages d'écrites et de publiées, je ne connais toujours pas les règles élémentaires d'accord du complément d'objet quand il est placé avant ou après. Je fais des efforts. Malheureusement, ils sont pas toujours couronnés de succès, ce qui veut dire qu'heureusement derrière moi, il y a des correcteurs et des secrétaires de rédaction qui s'arrachent les cheveux. Mais ça n'empêche pas d'écrire. Ça m'a valu une sainte haine contre l'orthographe et la grammaire française, qui est une sorte d'atrocité inutile, qui ne servent pas à grand-chose pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir bien s'exprimer. Je connais beaucoup de gens dans mon cas. Voilà. L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui apprenait le français et qui était à côté de moi, qui disait « Mais pourquoi on dit un vélo, une bicyclette ?» Là, c'était quelqu'un étranger. Hein. C'est simplement sur le masculin et le féminin des mots. Mais il y a tellement de bizarreries dans la langue française que dès la première phrase, vous avez des obstacles. Et c'est des obstacles qui ne sont pas des obstacles qui sont utiles. L'italien, c'est une langue quasiment phonétique. On s'en sort très bien. Moi, je pense qu'on pourrait très bien écrire comme ça. Bref. Voilà le mot dysorthographique. Donc, j'ai fait un autodiagnostic tardif. Un jour, en parlant à un ami qui lui aussi est dysorthographique, qu'il a été et qui a fait une belle carrière de journaliste, c'est François de Closet. Ah oui. Et qui a vécu de sa plume. C'est quand même assez formidable de se dire qu'on peut être dysorthographique. On pourrait penser que ne pas rentrer dans cette case ne permet pas d'exercer un métier dans le monde de l'écriture, et vous êtes l'exemple même que ça a été possible. Mais j'imagine que ça a été quand même une difficulté pour vous à surmonter, parce que malheureusement, c'est un code qui est souvent, on va dire obligatoire. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai surmonté relativement. Donc, heureusement, j'ai des personnes qui sont en soutien. Deuxièmement, par contre, je fais souffrir les lecteurs de mon blog.
Parce que là, j'ai pas de correcteur. Heureusement, maintenant, il y a les correcteurs orthographiques, mais ça reste quand même très, très aléatoire. Alors, on me pardonne, mais je comprends parfois que ça puisse irriter. Bon, moi, ça m'a pas choqué. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Je voulais enchaîner sur votre enfance. J'ai lu un petit peu sur vous, justement, mais est-ce que vous pourriez me décrire, au-delà de ce syndrome, qui étiez-vous quand vous étiez petit? Qui était le petit Jean-François? À quoi il ressemblait? Dans quelle famille est-ce qu'il a été élevé? Qu'est-ce qui se passait quand il se réveillait? Qu'est-ce qu'il allait faire? C'était quoi ses intérêts? Oui, alors le petit Jean-François Dortier, donc c'est un boomer, il faut le savoir, je suis obligé de le dire, donc de la génération née il y a bien longtemps. En 1956. Alors, je ne fais pas le calcul parce que je déteste ça et ça me fait froid d'y penser. Bref, je suis né dans une famille assez modeste. Mon papa était ouvrier, ma maman était mère de famille parce qu'il fallait élever 7 enfants. et la perspective à l'époque, c'était soit faire comme papa, ouvrier métallurgiste, ça me tentait pas trop. Comme beaucoup d'enfants, moi je m'étais assez vite. C'est mon frère qui était également en grande dysorthographie, mais qui avait introduit la lecture à la maison. Et la lecture à la maison, pour lui, c'était des livres de science-fiction, c'était tout l'univers, et puis à travers ces livres, on a découvert un autre monde. C'était aussi une fuite d'un monde qui était quand même, parce que quand vous êtes en HLM, dans un set, dans une famille, c'est pas si simple que ça. Et donc c'était un rêve, c'était une fuite, c'était le savoir, et en même temps. Ça s'est lié beaucoup à mon projet. C'était aussi une sorte de réassurance contre un monde qui me plaisait pas du tout, que je ne comprenais pas. Parce que j'avais beaucoup de mal à comprendre le monde qui avait autour de moi, et précisément les adultes. Souvent on dit que les enfants sont innocents et sont naïfs, sont candides, et les adultes, en devenant adultes, on devient raisonnable. Moi, je trouvais que les adultes n'étaient pas raisonnables du tout. Pas raisonnables du tout. Je comprenais pas, par exemple, pourquoi mon papa, qui avait pas le sou, il joue au tiercé. Ça me paraissait une sorte d'attrape-nigo que je n'avais pas. Pourquoi le football suscitait des passions? J'aimais pas ça. Je trouvais ça bête, je trouvais ça sot, je comprenais pas. Et donc, les adultes, c'était un monde, évidemment, quand ensuite vous aviez la télévision, vous découvriez la guerre, les combats politiques, on se disait pourquoi les gens se mettent pas autour d'une table pour discuter sérieusement et rationnellement, comme le ferait un adulte, des problèmes. Et toutes ces questions-là me brassaient et me rendaient en plus les humains assez antipathiques parce que je les trouvais irrationnels, parfois stupides, pas fréquentables, et c'était pour moi un petit peu des ratés de l'évolution. Donc je me réfugiais dans les livres comme étant une façon de trouver... Alors j'ai commencé par étudier, moi, les insectes, les poissons. Je trouvais qu'ils étaient plus simples à comprendre, plus raisonnables. Ils avaient des motivations assez élémentaires. Bon, bref, ils pouvaient être saisis, alors que les humains, non. Je comprends, et j'ai partagé une enfance un peu similaire où je me suis plongée dans la lecture aussi un peu en fuite. Justement, je voulais évoquer la lecture parce que j'ai lu sur votre blog que vous aviez fait une rencontre littéraire avec Jean-Baptiste Fage. Oui. Assez tôt. Est-ce que vous pourriez me parler de cette rencontre, m'expliquer qui est cette personne et qu'est-ce que cette personne vous a fait découvrir? Alors, Jean-Baptiste Fage, c'était donc une lecture là, qui date de lycée. Au lycée, vous commenciez à découvrir des auteurs qui, à l'époque, c'était des auteurs des sciences humaines, des gens comme Claude Lévi-Strauss, comme Edgar Morin, comme Lacan, le marxisme, le freudisme. C'était les grands maîtres à penser de l'époque qui avaient pour très commun de vous expliquer que normalement qu'il y avait des structures mystérieuses qui gouvernaient justement la société, le langage, l'inconscient, le capitalisme, et qu'on pouvait, en lisant ces livres-là, découvrir les lois profondes qui gouvernaient la société. Sauf que ils étaient tous illisibles. C'est très difficile, on se cassait le nez sur Lacan, sur Lévi-Strauss aussi. Bon, certains étaient plus simples que d'autres. Hein. Et un jour, je tombe sur un livre d'un certain Jean-Baptiste Fage qui s'appelle « Comprendre le structuralisme ». Comment vous tombez là-dessus? Au lycée. Ah ouais.
C'est au lycée, tout Ouais, simplement. Il y avait un rayon. D'accord. Alors, je me suis emparé du livre, je l'ai volé, je l'ai amené chez moi et j'ai trouvé que c'était limpide. Il expliquait le structuralisme. Pourtant, si on connaît un peu, c'est pas évident quand même de comprendre le structuralisme. Et ensuite, j'ai trouvé un deuxième livre de Jean-Baptiste Page qui s'appelait Comprendre Jacques Lacan, un autre qui s'appelait Comprendre Umberto Eco, puis Comprendre Edgar Morin. Et donc, je pense avoir tout lu. Et je me suis dit, mais c'est génial, ce personnage, il réussit à expliquer simplement, clairement, les auteurs qui me sont inaccessibles. Et il m'a inoculé un peu le virus de la vulgarisation. Tant et si bien que le jour où j'ai voulu créer une revue de vulgarisation, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien rencontrer Jean-Baptiste Fage. Alors j'ai écrit à l'éditeur, et l'éditeur m'a répondu, me dit, mais on est embêté parce qu'en fait, Jean-Baptiste Fage n'existe pas. Ah. Alors, il n'existe pas, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai lu ses livres, pourtant. Voilà. Oui, en fait, c'est pas vraiment Jean-Baptiste Fage, c'est un pseudonyme. Et on va lui envoyer votre courrier. Et alors, qui est ce pseudonyme? On dit c'est le pseudonyme de l'abbé Gritti, l'abbé Jules Gritti. Qui est l'abbé Jules Gritti? Eh bien, un prêtre qui, en fait, à heure perdue, peut-être en dehors de sa paroisse, je ne savais pas, en fait, écrit des livres de vulgarisation. Et paraît-il, il est conseiller également en communication auprès de, à l'époque, c'était Antenne 2. Et donc, j'ai réussi à avoir son adresse, je suis allé le voir, je suis allé frapper dans une petite maison près de l'Aix-aux-Roses. Là, alors, j'ai découvert que est venu m'ouvrir monsieur Jean-Baptiste Fage. Alors, ça devait être un grand moment pour vous, quand même. Un grand moment. Alors, il a ouvert la porte, il m'a dit, s'il vous plaît, vous pouvez mettre les patins parce que ma femme... Alors déjà, j'ai appris deux choses, qu'il fallait des patins et qu'il avait une femme. Et oui, pour un abbé, c'est étonnant. Voilà. Et donc, il était sans doute défroqué, hein, j'imagine. Et il m'a emmené... dans un petit bureau, et je lui ai raconté comment j'avais découvert. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous voulez me voir? Je lui ai dit, ben, moi j'ai un projet de faire une revue de vulgarisation dans les sciences humaines, et je trouve que vous m'avez montré le chemin, mais je voudrais que ce soit un magazine, comme il existe des magazines de vulgarisation, qui présentent, c'était Sciences et Avenir, Sciences et Vie, La Recherche, toutes ces magazines qui existaient, mais il n'en existait pas sur les êtres humains. Moi, je trouve très, très, très bien d'essayer de comprendre ce que c'est que l'ADN, le Big Bang, les particules subatomiques, l'espace, la théorie de la relativité, mais les humains, c'est bien aussi. Et donc, je voulais créer cette revue. Et il m'a dit, très, très bien, comment vous allez faire? Je dis, je ne sais pas encore. Il m'a dit, en tout cas, je serai votre premier lecteur. Et il m'a signé un chèque. Il m'a dit, je vous signe un chèque pour mon premier abonnement. Alors que la revue n'existait pas. Hein. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'étudier les sciences humaines, justement? Alors, les sciences humaines, je vous dis, par exemple, moi, j'avais plutôt une formation de scientifique, au sens, les seuls endroits où j'avais bien réussi à l'école, c'était plutôt les mathématiques. Et je m'étais orienté plutôt vers les sciences. Et puis, de la science, je suis allé à la philosophie. Et puis, je dirais que plutôt que c'est une sorte de savoir vorace, parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais le petit gars qui voulait tout savoir, comme plein de gens, hein, qui voulaient tout savoir, qui voulaient tout comprendre. Donc, les sciences humaines, comme je vous l'ai dit, c'était une façon pour moi de me réconcilier avec le monde. Et je ne pouvais pas faire une carrière scientifique. Et puis, j'ai découvert l'histoire, les origines. Les origines de l'humain, c'est quelque chose qui me passionnait. Comment fonctionne l'esprit humain, le cerveau, la psychologie, le langage, d'où viennent les langues, pourquoi il y en a autant, est-ce qu'elles ressemblent, est-ce qu'il y a des lois communes? Voilà, c'est ce genre de questions qui me fascinaient et qui m'ont amené vers les sciences humaines. Je reconnais que c'était une approche à l'époque assez cérébrale, assez théorique. Je vais comprendre les lois de la pensée, les lois de l'histoire, les lois de la parenté, puisque c'était un programme qu'on appelait le structuralisme à l'époque. Après, j'ai découvert un autre aspect, une autre façon de découvrir les humains. Mais ça, c'est une autre histoire dont je vous parlerai tout à l'heure. Vous lancez donc à ce moment-là le magazine Sciences Humaines. On va aussi parler de l'humanologue, mais quand même pour revenir sur cette première histoire entrepreneuriale, vous veniez pas du tout du monde du journalisme, si je ne me trompe pas. Vous aviez jamais lancé de journal, vous aviez jamais créé d'entreprise, et en plus, si je me trompe pas, vous deviez avoir une certaine pression parce que vous étiez papa à l'époque de 2 enfants.
Il fallait quand même assumer de se lancer un peu dans l'inconnu comme Oui, ça. alors j'étais effectivement, j'avais quand même 3 handicaps majeurs. Un, celui que vous étiez, je n'étais pas journaliste. Je n'étais pas du monde universitaire non plus. Assez vite, j'avais quitté le monde de l'université. En plus, j'étais en province, à Auxerre, où je suis toujours. Alors que normalement, quand vous voulez créer un... Et puis, je connaissais rien au monde de la presse et de l'entreprise. Donc, j'aurais même 4 handicaps, ou 5, ou 6. On peut en rajouter autant. J'étais connu de personne et personne ne me connaissait, à part Jean-Baptiste Fage. Mais mon papa m'avait donné une leçon de vie très importante. Quand justement, vers l'âge de 15 ans, il nous avait pris, mon frère et moi, j'ai 5 sœurs et j'avais un frère, il me dit « Les garçons, vous savez comment on peut sortir des HLM et aller habiter dans une belle maison alors qu'on n'a pas un sou en poche ?» Non. Vous voulez le savoir ? Oui. Eh ben vous retournez, il y a 2 seaux, 2 pelles, on va commencer dans un quart d'heure. Alors il avait hérité de sa maman qui venait de mourir, une vieille bitcoque toute délabrée, dans le centre de la petite ville où on était, qu'il a cru qu'il devrait retaper, mais en fait, elle s'est effondrée dès qu'on a commencé à enlever les papiers, les murs sont tombés avec, et donc on a dû la reconstruire. Mais alors, la reconstruire, lui, il ne savait pas construire une maison. Mais il lui dit, mais ça fait... Et donc les beaux-frères, les cousins disent, mais Jeannot, il s'appelait Jean, comment tu vas faire, tu sais pas. Il m'a dit, ben on va apprendre. Et en 3 ans, eh ben, on a appris à construire une maison. Quoi. Vous avez mis les mains dedans et vous l'avez fait. Voilà. Il y avait toujours, c'est la République des beaux-frères, vous savez, donc dans le milieu ouvrier, vous avez toujours un beau-frère qui est maçon, je connaissais pas le terme. Un cousin qui est... non, c'est un terme que j'ai inventé, mais ça ressemble à ça quand même. Un cousin qui est dans la plomberie, un autre qui a fait de l'électricité, un copain qui vient donner un coup de main, et chacun s'aide et s'entraide comme ça. C'est pour ça que c'est une petite république. Voilà, au bout de 3 ans, on a fini, j'ai fermé la caisse à outils, j'ai dit plus jamais ça, parce que entre 15 et 18 ans, vous pensez à autre chose, en sortie de l'école, le samedi et le dimanche matin, que d'aller construire une maison, vous apprenez bien de belles choses. Mais du coup, le jour où j'ai voulu écrire, j'aurais bien aimé pouvoir écrire directement dans un magazine de sciences humaines, mais ça n'existait pas. Et donc je me suis dit, je vais le créer, je vais faire comme papa m'a dit, tu vas le créer. Et alors, comment on fait ? Déjà, comment on fait et puis comment est-ce qu'on se dit, parce qu'à l'époque, vous faisiez quoi ? Vous étiez Alors, j'ai été garde-barrière, mon premier métier. Garde-barrière ? Garde-barrière. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un très bon métier, garde-barrière, qui a disparu. J'ai été le dernier des gardes-barrières. Il fut une époque où vous n'étiez encore qu'une... Non, vous n'étiez pas né. Oh, vous savez, je suis plus âgée que j'ai l'air. Eh bien, il n'y avait pas de barrière automatique à la SNCF. Quand une voie rencontre une route, eh bien, il y avait des petites guérites, et à l'intérieur de la guérite, il y avait un garde-barrière. Et quand le train arrivait, eh bien, à coup de manivelle, vous faisiez baisser la barrière, puis remonter. Et donc, il y avait un petit garde-barrière qui datait du début du XXe siècle, qui a fini avec moi. C'était le plus beau métier du monde, parce que vous passez dans votre petite guérite. Moi, je travaillais du 8h30 du soir jusqu'à 4h30 du matin. J'amenais mes livres, il n'y avait rien, personne ne vous dérangeait. Vous étiez sur 4 mètres carrés, je pouvais lire tous les livres que je voulais. Donc pour moi, il y avait 2 métiers idéaux pour faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire assouvir ma soif de connaissance. C'était soit gardien de phare, soit garde-barrière. Et j'avais choisi garde-barrière parce que, comme j'étais en Savoie, c'était difficile de trouver des phares. Et garde-barrière, c'était ça. Malheureusement, le métier a disparu. Et donc, ensuite, je me suis reconverti. J'ai enseigné la sociologie. J'ai passé un concours de conseiller d'orientation. J'ai été le plus mauvais des conseillers d'orientation, qui est un métier d'ailleurs, mais ça, vous allez le couper, largement inutile. Mais au moins, j'ai bien orienté une personne, c'est moi. Le jour où j'ai décidé de dire, bon, maintenant, tu as un travail, tu as des enfants, tu peux te lancer dans ton projet personnel, comme le font des tas de gens aujourd'hui, et depuis longtemps, qui vivent une double vie. À la fois, il faut avoir un travail pour faire bouillir la marmite, avoir un toit au-dessus de soi et à manger dans le frigo. Et puis le soir, très tard, ou le matin, très tôt, certains font de la musique, certains écrivent, certains ont des projets, voilà, qu'ils mettent en œuvre. Et moi, ça a été d'essayer de faire mon petit journal tout seul. Comment est-ce que vous avez commencé ? Qu'est-ce que vous avez commencé par faire ? Alors, ça a commencé par faire une sorte de fanzine
c'est-à-dire de journal très artisanal. C'était l'époque où il y avait les premiers ordinateurs. On pouvait commencer à faire avec des logiciels de mise en page, eh bien, écrire des articles, trouver des photos, les mettre en page, les imprimer avec une imprimante, les photocopier à la photocopieuse du centre d'orientation que j'étais, en tirer 25 exemplaires, les distribuer à mes étudiants de sociologie, ensuite faire des coups de bluff. Un jour, j'ai envoyé c'était un coup de promo qui était un coup de bluff. J'ai envoyé au Monde un article, un communiqué en disant vient de se créer à Auxerre une association de spécialistes en sciences humaines rassemblant historiens, économistes, anthropologues, linguistes, hein, voulant décloisonner les savoirs, voulant faire de la pédagogie, voulant faire bon voilà. Une association où vous étiez seul dans l'association à ce stade. J'étais le seul, avec quelques amis que j'avais enrôlés dans ce projet fou. J'écrivais d'ailleurs tous les articles pratiquement avec des pseudonymes. Ah oui. Et génial. Ça m'est resté. Et puis le lendemain, j'avais quand même 150 lettres dans ma boîte aux lettres de gens qui disaient nous on veut rejoindre, c'est bien votre histoire. Donc ils ont publié l'article. Ils ont publié l'article et l'affaire a commencé comme ça. Sur un coup de bluff. Incroyable. Comme quoi, quand on veut, il faut se donner les moyens. On va pas parler du succès en fait en détail de la revue Sciences Humaines. Je peux en dire quelques mots quand même. Voilà, je voulais quand même comprendre au-delà des débuts justement qu'est-ce que cette expérience en fait vous avez appris, je dirais, de plus important, à la fois peut-être en sciences humaines, mais aussi tout simplement sur vous. Alors, déjà, ça m'a appris beaucoup de choses sur ce que c'est qu'une entreprise. Je ne connaissais pas du tout. Heureusement d'ailleurs, parce que quand j'ai demandé des aides, on m'a parlé, on me dit il faut faire un business plan, quel est ton marché, je ne connaissais pas tout ce vocabulaire, pas du tout. Donc je me suis lancé. Moi je prends toujours le modèle du catamaran. Je voulais traverser l'Atlantique. Normalement il faut le faire en bateau, il ne faut pas le faire en barque parce que c'est très dangereux, mais vous pouvez construire un catamaran si vous n'avez pas de paquebot, parce que normalement ça se fait en paquebot, en avion. Donc moi, quand même, j'insiste un petit peu là-dessus, les handicaps que j'avais apparents d'être en province, hors de l'université, hors de la presse, hein, c'était en fait des atouts. Pourquoi c'était des atouts ? Parce que le fait, par exemple, d'être en dehors de l'université et de l'intelligentsia m'a donné une liberté dans l'écriture, une autonomie que je ne pouvais pas avoir si j'avais été du sérail. Parce que si j'avais été du sérail, j'aurais dû me présenter comme sociologue ou psychologue, si j'étais psychologue, plutôt psychanalyste ou neuroscientifique, et voilà, parce que c'est un monde aussi de chapelles, de courants, de spécialités. Là, on m'a demandé, mais qui est derrière vous ? Moi, j'avais ni le Collège de France, ni Normal Sup, ni la Sorbonne. Derrière moi, il y avait les champs à Auxerre avec... bon. Donc, l'indépendance vis-à-vis du monde intellectuel était un avantage et pas un inconvénient. Hors des groupes de presse, ça l'était aussi. Parce que j'ai tenté d'aller voir quelques spécialistes, quelques patrons de presse pour leur présenter mon projet en disant ah, j'ai déjà Jean-Baptiste Fage avec moi, vous êtes prêts à partir ? Et l'association ? Voilà. On m'a regardé en souriant, on me dit mais quels sont vos deux annonceurs ? Quel est votre public, votre marché ? Bon, je ne savais même pas ce que ça voulait dire être un annonceur. Donc c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je me lance tout seul. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on fait une start-up. Le mot n'existait pas, mais vous lancez tout seul avec des petits moyens. Donc du coup, vous faites une revue qui est en noir et blanc et pas en couleur. Il y a des fautes d'orthographe à l'intérieur parce que vous n'avez pas de correcteur. Mais vous avez un courant porteur parce que ça correspondait à un besoin, vulgariser les sciences humaines. Voilà. Donc ça a été, voilà, c'était ça la principale leçon entrepreneuriale. Jette-toi à l'eau et puis tu apprends. Tout le reste, c'est du désapprentissage. Par exemple, moi j'avais plutôt une formation de sociologue, c'est là où je suis allé le plus loin dans mes études. Pour diriger une entreprise, c'est pas la meilleure des choses qui soit. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Bien parce que... comment je vais dire les choses ? Parce que vous avez une vision de l'organisation qui est totalement déformée, qui est fausse. Vous ne connaissez pas les problèmes d'autorité, les problèmes de stratégie personnelle, les problèmes de conflit. Vous ne savez pas. Et quand en plus vous êtes plutôt de tendance intellectuelle, vous pensez que toutes les questions vont pouvoir se régler
par la discussion, l'échange, la communication. En plus, c'était Et dans la l'air raison. du temps, et la raison. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. De la même façon, sur l'économie, tout ce que j'avais appris, moi j'étais nourri d'une culture, on va dire, marxiste sociale sur l'économie. Les lois du marché, je ne connaissais rien du tout. Et j'ai découvert un monde empirique qui ne ressemblait pas du tout à ce que je trouvais dans les livres. Donc j'ai dû désapprendre tout ce que je savais pour pouvoir nager en eau entrepreneuriale. Au niveau des sciences humaines à proprement parler, quelles sont, et alors là on peut parler de l'humanologie si vous voulez, quelles sont les découvertes ou les idées les plus éclairantes qui vous sont apparues finalement dans le cadre de tous les travaux que vous avez faits durant ces dizaines d'années dans le cadre à la fois de sciences humaines et d'humanologue? Est-ce qu'il y a une ou deux idées comme ça dont vous pouvez nous parler qui vous viennent à l'esprit comme étant vraiment des... Oui, bien sûr. Mais auparavant, d'abord, je vais expliquer peut-être ma démarche. Donc, ma démarche, elle est très simple. Donc, en créant Sciences Humaines, pour moi, c'était pas, vous l'avez compris, conquérir des parts de marché pour devenir le Robert Murdoch des sciences humaines. Non, c'était pour moi un outil intellectuel pour essayer d'exposer le plus clairement possible ce que j'avais appris, cru comprendre quand j'étudiais ou j'allais rencontrer des gens qui me parlaient du fonctionnement de la pensée, ou je voulais faire un dossier sur le langage, j'ai dit c'était une question, eh bien moi je travaille comme ça, je prends des livres, je lis des articles et je vais voir des spécialistes, je discute avec eux, et ensuite j'essaye d'expliquer ce que j'ai compris. C'est ma simple démarche. Donc pour moi, c'est un outil de savoir sciences humaines, un poste d'observation, une façon aussi de cartographier les savoirs avec le plus de pédagogie. Aussi. Voilà, la pédagogie, le pluralisme explicatif. Je pense que l'être humain ne se laisse enfermer dans aucune discipline et dans aucun filet théorique. Donc il faut croiser tout cela. Bon. Et donc j'ai passé 30 ans à faire ça. Et ça, c'était passionnant parce que ça m'a amené à explorer tous les domaines, pas tous parce que c'est infini, mais d'anthropologie des aborigènes en Australie jusqu'aux psychologues des bébés, en passant par la philosophie de Kant et l'économie de la finance. Dans Sciences Humaines, c'est un peu une sorte de supermarché de la connaissance. On essaye de couvrir tout le champ de l'humain. Et il est vaste. Il est très vaste. Il est très vaste. Le terrorisme, c'est un sujet. Le terrorisme islamique, c'est un sujet qui vous amène à la religion. La religion vous amène au christianisme. Le christianisme vous amène à l'hindouisme. L'hindouisme vous amène à l'Inde. L'Inde vous amène à l'histoire des empires. Enfin, voilà. C'est une sorte de rebond permanent sur l'humanité. Et donc, au bout de 30 ans, je me suis dit, Jean-François, tu as fait le tour de l'humain. Vous êtes vraiment tout ça. Oui. Enfin, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'au bout d'un moment, je me suis senti, le corset est un peu étroit dans Sciences Humaines, dans la mesure où c'est une revue de vulgarisation. Et une revue de vulgarisation, son but, c'est de traduire le monde de la recherche, le monde du savoir tel qu'il se fait. Mais forcément, au bout d'un moment, vous commencez à avoir vos propres idées, vous commencez à avoir des choses que vous pensez être importantes. Je viens donc à votre question, que des choses n'auraient pas vues, et que d'autres n'auraient pas vues, et donc vous avez envie d'écrire pour vous. Alors l'erreur, ce serait d'utiliser et de détourner le but de Sciences Humaines, dont ce n'est pas la vocation, pour en fait affirmer mes propres idées. Alors du coup, il y a 2 ans, juste avant, c'était en avril 2020. D'accord. En plein Covid. Quelque chose en plein Covid. J'ai décidé de me retirer. Tout le monde s'était un petit peu retiré chez soi. Et je me suis dit, là, tu vas profiter de ce moment particulier. J'ai donc arrêté la direction de l'entreprise Sciences Humaines, dont je reste l'actionnaire principal, mais j'ai confié à des collaboratrices la direction de l'entreprise pour me consacrer à l'humanologue. Alors l'humanologue, qu'est-ce que c'est? Alors c'est ma petite discipline que j'ai créée pour moi et quelques amis. C'est l'étude de l'être humain. Pardon ? Pas des moindres d'ailleurs. On est 2 à ce jour. Je crois savoir qui est le deuxième. Alors oui, c'est un vieil ami qui s'appelle Edgar Morin, qui a le même projet, c'est d'essayer de comprendre les humains dans à la fois son unité et sa complexité.
Et, et donc, voilà, on est deux humanologues. J'espère en recruter d'autres, bien sûr, parce que j'ai peur que bientôt je vais me retrouver seul. Il a quand même 101 ans. Encore que dans le prochain numéro, il me publie un très très bel article qui s'appelle justement La vie et la mort, où il raconte son propre rapport à la mort qui peut être prochaine, qui peut survenir dès demain, bien sûr, à 101 ans. Bon, bref. Alors l'humanologie, c'est quoi ? C'est l'étude de l'humain sous toutes ses facettes. C'est essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête des humains, leur vie, leurs mœurs, leur passé, leur vie en société, pourquoi ils vivent ensemble et pourquoi ils se déchirent, bref. Mais sans frontières disciplinaires, en s'affranchissant des frontières disciplinaires, même en étudiant la biologie, parce que les humains sont des êtres vivants, ce sont des animaux, il faut faire de l'éthologie, en intégrant la philosophie, le cinéma, bref, toutes les ressources du savoir autour d'un projet, qui est le projet en fait fondateur des sciences humaines, mais qui s'est un peu perdu en route au fil de la spécialisation, qui a apporté beaucoup, même une somme gigantesque de savoir, mais au bout de 2 siècles d'existence, fait qu'on est presque écrasé sous le poids du savoir, où tout peut être dit et son contraire, on ne sait plus trop où on en est, il y a un tel brouillard de connaissances. Eh bien, là, pour moi, l'humanologie, c'est à la fois le projet fondateur et le projet, l'horizon des sciences humaines. Est-ce que vous pourriez me parler, voilà, les idées. J'ai pas répondu à votre question. Quelques idées, ça m'intéresse vraiment parce que vous avez quand même justement étudié les sujets de la science humaine pendant 30 ans minimum. Oui. Donc je me dis qu'il y a 2-3 idées qui ont dû être particulièrement interpellantes ou qui sont des idées reçues par exemple qui ne sont pas partagées. Alors, une idée pour moi qui est clé à la question qu'est-ce qu'un être humain ? Ça, c'est la question de base, c'est la première question même des sciences humaines. Celle que posait Emmanuel Kant à la fin de sa vie, qui avait fait toute sa vie de la philosophie. Il avait dit, la philosophie, ça se réduit à 3 questions. Que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? Alors, pour lui, que puis-je connaître ? C'était la philosophie de l'esprit. Que dois-je faire ? C'était la philosophie morale. Que m'est-il permis d'espérer ? C'était la philosophie sociale, on va dire. Puis à la fin de sa vie, il a dit, mais ces 3 questions se résument à une seule, c'est qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'être humain ? Et il a lancé le projet, mais il était trop vieux malheureusement, qui était le projet d'anthropologie. Le mot à l'époque, anthropologie, voulait dire humanologie. Alors, à la réponse, qu'est-ce qu'un être humain ? On ne manque pas de réponse. Aristote disait c'est un animal politique. Descartes disait c'est un animal raisonnable. Les Pic de la Mirandole disaient il est à mi-chemin entre l'animal et la bête. Et puis, chaque discipline des sciences humaines a dit, pour un sociologue, vous lui demandez qu'est-ce qu'un être humain, il dit c'est un être social. Dis-moi d'où tu viens, quel est ton milieu, je te dirai qui tu es. Un historien va dire, mais ça dépend aussi de l'époque dans laquelle il vit. Un psychologue va dire, c'est un être cognitif qui a un cerveau et qui pense. Donc chacun a sa définition. Le linguistique va dire, c'est un être de langage. Alors moi, je me suis beaucoup perdu là-dedans. J'ai beaucoup étudié notamment la psychologie et l'origine de la pensée. J'ai écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle « L'étrange animal », où j'ai mené une sorte d'enquête personnelle sur les origines de l'humain qui ont fait que pourquoi l'être humain s'était développé de telle façon qu'il avait connu un tel destin parmi les autres espèces animales. Nous sommes des animaux, mais nous sommes quand même les seuls à avoir le langage, mais ce n'est pas uniquement le langage. On est aussi des artistes. Nous sommes aussi des êtres ingénieux parce qu'on crée des outils et tous les objets, les choses qui sont autour de moi, autour de vous, autour de nous, sont créés par les humains. Nous respectons des lois. Nous sommes aussi des êtres joueurs. Alors on a plein de caractéristiques extrêmement bizarres qui font qu'on peut s'interroger est-ce qu'il n'y a pas une aptitude fondamentale qui permettrait d'expliquer à la fois le langage, l'art, la technique, la vie en société, les lois, la morale. Alors, un jour m'est venue l'idée qu'il y a un domaine qui a très peu été étudié en psychologie, c'est l'imagination. Aussi curieux que cela puisse paraître, vous ouvrez un ouvrage de psychologie aujourd'hui où il y a
il y a 50 ans. Vous avez un chapitre sur la perception, un chapitre sur l'intelligence, un sur le raisonnement, un chapitre sur la conscience, un sur le langage, un sur la mémoire, un sur l'apprentissage, et l'imagination a disparu. Elle n'est pas là. Alors j'entends par imagination quelque chose d'extrêmement élémentaire. Hein. C'est pas l'imagination simplement rêveuse, l'imagination des poètes, l'imagination créative. Non, tous les objets qui sont autour de nous, ils ont été imaginés avant d'être créés. Vous vous levez le matin, dès que vous avez posé le pied sur le sol, vous commencez déjà à vous projeter dans l'avenir. Vous dites qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, comment je dois m'habiller, n'oublie pas de prendre ton ordinateur. Vous êtes sous la douche et déjà il y a petite machine à simuler le futur qui est là. Pour moi, l'imagination, c'est une aptitude extrêmement générale qui est celle de penser à des choses, à des êtres, à des situations qui ne sont pas là autour de vous. C'est ça que j'appelle l'imagination. Et cette aptitude, à mon avis, elle est celle qui est la source commune de toutes les autres aptitudes. Et c'est ce qui a donné à l'être humain un destin aussi particulier et qui nous rend un petit peu, à la fois génial et un petit peu fou. Donc pour moi, ça, c'est une idée clé. C'est un des fils directeurs qui me sert à comprendre beaucoup de choses. La religion, pourquoi les enfants aiment les histoires, et le génie technique de l'humain. Voilà. Ça, c'est un fil directeur que j'essaye de développer dans l'humanologue. C'est passionnant et c'est vrai quand on y pense, les animaux, après vous y connaissez bien sûr mieux que moi, mais les animaux en fait, d'après ce que je comprends, vivent quasiment uniquement dans l'instant présent et l'imagination c'est précisément le fait de se projeter aussi un peu dans l'avenir. Oui, encore qu'il faut toujours chercher les contre-exemples dans le monde animal. Ils vivent pas toujours dans le monde présent parce qu'un castor, par exemple, qui construit son barrage, ça met du temps. Il met plusieurs mois pour le construire. Donc, s'il vivait que dans l'instant présent, il irait chercher de la nourriture pour la journée. Donc, la question se pose, est-ce que le castor construit en anticipant? Alors, il y a des gens qui se sont posés cette question et qui ont dit, il faudrait le savoir, est-ce que c'est instinctif? Ouais, et les oiseaux aussi construisent leur nid. C'est vrai. Et est-ce que c'est de l'anticipation ou est-ce que c'est de l'instinct? Alors, il y a des expériences qui ont été faites. Il y a des types qui se sont dit, tiens, et si on élevait un castor à domicile, en dehors de ça, est-ce qu'il construirait quand même des... Et alors, quelle est la réponse? Eh bien, quelle est la réponse? Eh bien, effectivement, vous prenez un castor chez vous, vous prenez vous le nourrissez. Ne faites pas ça, messieurs, dames. Et puis, vous apercevez que... Et un petit castor, d'ailleurs, qui n'a même pas vu ses parents... Eh bien, oh non, c'est adorable. C'est un petit mammifère adorable. C'est gentil, oui, bon, il va ronger un petit peu vos meubles. Hein. Ça, c'est un problème. Ouais. Bon, le reste du temps, si vous ouvrez un robinet, il va se précipiter pour prendre une chaussure, tout ce qu'il trouve au sol, et il va construire un barrage. Il se sent bien quand il y a un barrage, quoi. Voilà. Et donc, il a quelque chose qui le pousse à faire cela. Et on sait que les oiseaux, c'est la même chose avec leur nid. En quelque sorte, donc, c'est bien quelque chose d'instinctif. Et ce qui fait que c'est pas imaginatif, c'est qu'en fait, ils ne savent faire qu'une chose. Ils anticipent bien à leur façon, de façon instinctive. Donc, c'est la grande différence qu'il y a avec l'être humain, qui lui n'a pas d'instinct, il est bâtisseur, comme les fourmis qui font la fourmilière, comme les castors qui bâtissent là, mais lui, il doit imaginer la maison avant de la construire. Il doit la concevoir. Même Marx avait dit ça. Qu'est-ce qui distingue l'abeille de l'architecte? L'abeille, elle construit sa ruche, mais elle fait que des alvéoles. L'être humain, lui, il peut dans sa tête, il doit même dans sa tête, avant de construire son habitat, l'imaginer. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il peut imaginer une maison ou une hutte ou un igloo, mais il peut dans sa tête imaginer une maison de 100 étages, de 1000 étages, une maison qui irait sur la Lune, rien ne l'interdit. Évidemment, après, il faut qu'il se soumette aux contraintes du réel. C'est ce qui fait que certains types d'imagination ensuite deviennent créatives. D'autres vont s'orienter vers des histoires, d'autres vont s'orienter vers des techniques, d'autres vont s'orienter vers l'art. Et bon. Donc il y a une floraison de capacités, mais qui naissent d'une capacité unique. D'autres vers du bavardage, comme on le fait là. Je me suis posé une question, Jean-François, en étudiant votre parcours. Est-ce qu'à l'inverse de cette découverte sur l'imagination, est-ce qu'il y a une croyance sur laquelle vous avez changé d'avis? Quelque chose que vous pensiez avant toutes ces années à étudier l'humanologie ou les sciences humaines, et vous vous êtes rendu compte que non, en fait, c'est pas ça. Oui. Alors déjà, je vous ai dit tout à l'heure,
en arrivant dans le domaine de l'entreprise, j'avais une vision fausse de ce qu'était une entreprise, de ce qu'était le capitalisme. Par exemple, je croyais qu'il y avait des lois du capitalisme. Et par exemple, c'était une loi qui expliquait, c'était une loi marxiste qu'on apprenait, c'était la loi de la monopolisation. Donc la loi de monopolisation, normalement, devrait interdire la création de petites entreprises originales. Si vous prenez le domaine de la presse et de l'édition, dans lequel je travaille, en fait, il y a des processus de monopolisation, mais en fait, il y a en permanence aussi de création de petites entreprises. Bon, ça, c'est une petite loi. Deuxième loi économique, on me disait, une entreprise, pour vivre, son but, c'est de faire du profit. Là, c'était inscrit, c'est la loi de faire du profit. Mais moi, je n'ai pas du tout créé Sciences Humaines pour faire du profit. C'était pas pour gagner de l'argent, pour avoir des capitaux et puis pour pouvoir m'acheter des belles voitures, une piscine ou je ne sais quoi. À l'époque, c'était ça les rêves qu'on pouvait avoir ou rouler sur l'or. Non, c'était pour faire un travail qui me plaisait. Et en observant autour de moi, je me suis aperçu que les 3 millions de petits entrepreneurs qu'il y a en France, des PME, leur but, c'est pas le profit. Leur but, c'est de faire quelque chose qui leur plaît, parce que c'est... Qui a du sens pour eux. Qui a du sens pour eux. Donc ça, c'était une remise en cause. Elle a été facile, puisqu'elle correspondait à mon expérience. Puis ensuite, sur les idées, je n'ai pas arrêté de me tromper et de changer d'avis. Alors des idées forces qui remettraient en cause vraiment fondamentalement vos croyances sur le monde. Oui, tiens, dans l'avant-dernier numéro de l'Humanologue, il est consacré aux femmes. Monde étranger et inconnu pour moi pendant longtemps, même si j'ai eu 5 sœurs, j'ai vécu au milieu des femmes. En tant qu'homme, je ne m'étais pas trop intéressé au sujet. Si ce n'est à part la femme de ma vie, voilà. Mais pas théoriquement. Et théoriquement, j'étais tributaire de ce qu'on dit dans les milieux de la sociologie et de la théorie du genre sur les femmes. D'accord. C'est-à-dire elles sont dans une situation de domination parce qu'elles ont intériorisé, d'abord parce qu'il y a de la discrimination, et deuxièmement, elles ont intériorisé toute une série de normes. Ça, c'est ce que dit Pierre Bourdieu, le sociologue Pierre Bourdieu, sur la domination. Sauf que, d'abord, ça ne correspondait pas à mon expérience des gens que j'ai côtoyés. À commencer par ma grand-mère, qui était une maîtresse femme, qui ne se laissait pas dominer, et son mari qui était plutôt doux, et c'était elle qui tenait la maison. C'était le cas d'ailleurs pour ma femme aussi, sa grand-mère. Et puis je me suis aperçu également, mes sœurs, les gens qui avaient autour, il y avait beaucoup de femmes qui n'étaient pas du tout en situation de soumission, ni intellectuelle. Et donc j'ai commencé à creuser la question en me disant, il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi il y a autant de femmes fortes autour de moi qui ne correspondent pas au modèle de la femme soumise, et pourtant elles sont bien quand même en situation d'infériorité, parce que c'est vrai qu'il y a des inégalités. Et donc j'ai creusé ce sujet et je suis arrivé à une autre conclusion, qui n'était pas du tout celle que j'avais appris dans les ouvrages de sociologie sur les raisons de la domination féminine. Mais d'abord, la première découverte, c'est que, et ça je suis plongé dans l'histoire, des femmes fortes, des femmes puissantes, des femmes dominatrices, il y en a toujours eu. Elles ont même représenté une grande partie de l'humanité, en Chine, comme en Bretagne, comme à Rome, comme en Mésopotamie ou en Égypte. Vous en retrouvez partout quand vous commencez à les chercher. Et deuxièmement, donc, les raisons qui font que, partout aussi, et de tout temps, elles ont été exclues de certains nombres de métiers, le métier des armes, les métiers religieux, puis les métiers de la médecine et autres, ce n'était pas du tout pour des raisons de soumission, de faiblesse et de fragilité personnelle. Et il y a une autre raison. Vous voulez savoir laquelle ? Eh bien, vous lirez le numéro de l'Humanologue numéro 3. Quel teasing, Jean-François. Ah, vous êtes vendeur, hein. Vous êtes bon. Mais écoutez, ça me donne très envie. Je vais aller creuser ça. Et puis, vous savez quoi ? Je vais même mettre le lien vers votre site et vers l'Humanologue sur le podcast. Comme ça, je le lirai, mais j'espère aussi... Il faut bien que je laisse un peu de suspense. Très bien. Et dans ce cas, je vous laisse vers ce suspense. Puis alors, les dernières raisons de se tromper, comme tout le monde, je me trompe en permanence depuis le début, par exemple, de la crise. Moi, la crise sanitaire qu'on a vécue, tout le monde
moi, j'ai cru au départ que c'était une grippette. J'ai cru le professeur Raoult. Ma femme était plutôt, elle, vigilante. Mais comme elle a été infirmière, elle a vu plus juste que moi. Je me suis trompé. Je ne croyais pas à la deuxième vague. Je me suis trompé. Je me suis toujours trompé. Par contre, j'étais persuadé que la crise économique, en tant qu'entrepreneur, elle allait être dévastatrice. Ouais. Ça, vous n'êtes pas trompé? Bah si. Eh bien si. Quand même, pendant le premier confinement, on n'était pas au top. On n'était pas au top. Il y a eu un effondrement du PIB, mais ça ne s'est pas traduit Oui, c'est vrai. par une crise majeure C'est vrai. économique, puisque grâce au soutien qui a été fait, qui a été artificiel, mais en tout cas qui a permis de passer la rampe et qui fait qu'aujourd'hui, le PIB s'est à peu près reconstitué, le nombre de chômeurs est plus bas qu'avant la crise, et donc, ce qui était inattendu, et tiens, autre chose que ça, c'est le numéro 3, je reviens à mon numéro, Allez-y. c'est pourquoi le monde ne va pas s'effondrer. On a vécu aussi depuis quelques années sous le spectre de l'effondrement et de la théorie des dominos. C'est les collapsologues qui nous disent que aujourd'hui, nous sommes dans un système très interdépendant où les problèmes financiers sont liés aux problèmes économiques, qui sont liés aux problèmes sociaux, qui sont liés aux problèmes politiques, qui sont liés aux problèmes moraux, qui sont liés aux problèmes climatiques. Et la théorie des dominos fait que si vous appuyez sur un domino, tout tombe. C'est la théorie de l'effondrement systémique. Or là, on a eu un choc sanitaire majeur, un choc économique important, pas de crise financière, une reconstitution aujourd'hui de l'économie qui se porte plutôt bien. Je ne dis pas que c'est donc... on est sorti d'affaires, mais en tout cas, l'idée de l'effondrement, elle a été, à ce jour, infirmée par les faits. L'homme est un animal plus résilient qu'il n'y paraît, donc. Alors, certains sont plus résilients que d'autres, quand même. Hein. C'est sûr. Jean-François, pour terminer, puisque le temps passe, j'ai quelques questions pour vous, qui sont des questions personnelles, vous allez voir. Ma première question, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec? Un grand échec qui vous a marqué et les enseignements que vous en avez tirés, est-ce que vous pourriez m'en parler? Honnêtement, non. J'ai honte à le dire. Bah non, allez-y. Mais je suis quelqu'un qui... j'estime que moi j'ai bien réussi. Parce que j'ai bien réussi parce que personnellement, j'ai rencontré la femme de ma vie à 17 ans et je vis encore avec elle. Et quand je vais rentrer ce soir, je vais la voir, mon cœur va encore faire boum boum. Elle m'a fait 2 enfants qui se portent bien. Je suis en bonne santé. J'avais un projet extraordinaire, il s'est réalisé. Donc, des grands échecs, non. Des petits échecs, plein. À commencer le redoublement en 6e, puis mon redoublement en 4e, puis quelques projets aussi entrepreneuriaux qui se sont cassés la figure, mais c'est pas des choses qui m'auraient mis le genou à terre. Ça aurait pu... Alors, peut-être que je suis résilient, mais en fait, j'ai pas été confronté à la douleur, à la souffrance. Si j'avais eu un enfant handicapé, si la femme de ma vie avait plaqué, était partie, là, je ne dirais pas celui qui... comme on dit, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Non, je ne crois pas du tout à ça. Alors, une autre question, s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie personnelle ou professionnelle d'ailleurs, qu'est-ce que vous referiez différemment? Je pense que j'aurais pas mis un pull noir ce matin. C'est pourtant, il est très chic, je trouve. Ah bon, d'accord. Oui, mais ça fait un petit peu de pellicule. D'ailleurs, messieurs, dames, n'hésitez pas à aller sur YouTube pour voir Jean-François en vrai. Voilà. Donc, non, j'ai une chance inouïe. Rien. Rien. Bah, tant mieux. Rien, non, sincèrement, j'ai honte de dire ça parce que parfois on me dit tu provoques. Mais non, au contraire, ça veut dire que vous savez apprécier. Et puis parce que les gens heureux passent pour des idiots, pour des BA, et bon. Mais je vois pas grand-chose, si, peut-être une coupe de cheveux, des choses comme ça. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le papa. Oui. Il vous a marqué celui-là. Oui. Il avait raison. Est-ce qu'il y a une maxime, est-ce qu'il y a une citation, des mots qui vous touchent particulièrement et que vous pourriez partager avec nous? Peut-être des mots que vous vous répétez quotidiennement? Quotidiennement, non. Mais dans l'Humanologue, il y a une double page de citations. Alors, je les mets parce que moi, j'en connais pas beaucoup. Tiens, une de... C'est une rubrique entière qui est uniquement... Et tout, à chaque nouvelle parution. Dans chaque ça, il y a une double page
qui s'appelle Citation. Et alors, je vais vous en trouver deux. Il faut que je retrouve quand même ma page de citation. Où est-elle? Elle est là, regardez. Il y en a une de Fénelon qui dit « C'est une perfection de n'aspirer à point être parfait. » C'est une perfection de n'aspirer point à être parfait. Bon, voilà. Il y en a une autre de Fontenelle. De Mémoire de rose, jamais on ne vit mourir un jardinier. C'est vrai. Voilà. Et j'aime celle beaucoup d'Oscar Wilde qui s'appelle « Quand les gens sont de mon avis, j'ai toujours le sentiment d'avoir tort. » Elle est géniale. Les citations d'Oscar Wilde, de façon générale, sont Alors, toujours... oui, je préfère d'ailleurs, moi, celle d'Oscar Wilde, de Georges Bernard Shaw, qui disait « Il y a deux grands drames dans la vie. Le premier, c'est de ne pas réaliser ses désirs. Le deuxième, c'est de les réaliser. Et le pire, c'est le deuxième cas. » Bien sûr. Encore une dernière question pour vous. Alors là, je pense que le sujet va être vaste et que vous allez avoir du mal peut-être à me répondre. C'est une question sur un livre. Est-ce qu'il y a un ou des livres qui vous ont marqué, qui ont été un peu vos livres philosophiques, si je puis dire, enfin ceux qui vous ont, au-delà bien sûr de vos revues, mais ceux qui vous ont le plus influencé, créé peut-être la personne que vous êtes devenue? Oui, non, c'est facile. Déjà, je vous ai déjà répondu en parlant de Jean-Baptiste Fage, et voilà. C'est vous qui m'avez tendu la perche. Ouais. Auparavant, il y a un auteur qui m'a beaucoup marqué, c'était Haroun Tazieff. Alors Haroun Tazieff, c'est un vulcanologue qui fait partie de ces grands explorateurs qui, dans les années 70, étaient ceux qui faisaient rêver les petits garçons parce qu'il était à la fois explorateur, scientifique et vulgarisateur. Et un jour, je devais avoir 12 ans, maman m'avait dit il fallait faire un anniversaire. Alors la pauvre, elle avait 7 enfants, et puis comment elle, qui ne lisait rien du tout, et que nous, on avait commencé à lire avec mon frère, elle pouvait offrir quelque chose. Donc elle m'a donné 3 sous, elle m'a dit tiens, achète-toi ce que tu veux. Et là, je suis tombé sur un livre d'Haroun Tazieff sur les volcans. Et je me revois descendre la rue avec ce livre en main, il y avait des schémas, et d'un seul coup, il m'expliquait quelque chose qui faisait partie. Alors là, c'était très profond. Pour moi, les volcans, c'était l'irrationalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'était des choses qui faisaient une éruption dans le monde et qui cassaient tout, qui était dévastateur et qui me terrorisait en quelque sorte, parce que ça brisait en quelque sorte l'idée qu'il puisse y avoir du progrès, une évolution. Bon. Et lui disait que d'abord, il y a des raisons profondes pour lesquelles les volcans sont à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Il y a des failles, on ne peut pas toujours prévoir, mais en tout cas, on peut cerner les zones à risque et autres. Et donc, comme il le racontait avec sa verve, c'est-à-dire qu'il racontait très très bien, c'était un conteur. Deuxièmement, il me rassurait. Troisièmement, il m'ouvrait au monde de la science. Ce livre-là a beaucoup compté. Puis après, c'est des centaines d'autres. Edgar Morin, évidemment, a été un auteur qui m'a beaucoup marqué. Je vais parler de Bourdieu pour en dire du mal, parce que je suis en désaccord, mais ça a été un auteur important. Je retiens Jean-Baptiste Fage et puis évidemment Haroun Tazieff, qui sont deux auteurs qui vous ont donné la vocation. Alors j'ai écrit un livre, un éditorial qui s'appelait « Du vulcanologue à l'humanologue », qui racontait un peu ce que je viens de vous raconter, comment le livre qui m'a marqué. Et j'ai reçu un courrier de quelqu'un qui m'a dit « Je suis le fils d'Haroun Tazieff ». Et donc, je suis rentré en correspondance avec lui, mais j'ai appris qu'en fait, c'était un fils non reconnu d'Haroun Tazieff. Mais on ne peut pas se tromper quand on voit cette personne, on l'entend parce que c'est un véritable sosie, que son père a accepté parce qu'il était né, on va dire un enfant bâtard, d'une concubine, mais qui a refusé de le reconnaître, qu'il a pris sous son aile quelque temps, et qui ensuite l'a rejeté. Et ce monsieur a écrit d'ailleurs une biographie d'Haroun Tazieff après. Et donc j'ai appris aussi que les idoles de l'enfance, parfois, ça peut être aussi des gens qui ont un versant, on va dire, plus sombre.
Jean-François, merci mille fois pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Pour le mot de la fin, donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver? On peut vous retrouver si on commande l'humanologue. Alors, comment ça se passe? Où est-ce qu'on le trouve? Alors, vous pouvez aller, d'abord, il y a un blog de l'humanologue, où donc il y a des articles, et puis on peut commander le numéro en ligne, c'est la première chose, ou sur le site de Sciences Humaines également. Et puis, c'est normalement en librairie et en kiosque, on peut le trouver. Il est franchement très bien distribué en kiosque. On rêve toujours que ce soit mieux distribué. Oui, mais bon. Le mieux et le plus simple, c'est quand même de commander en ligne. Le site parce internet. que vous l'aurez, on a un service qui fait que très vite vous l'aurez. Donc si vous ne le trouvez pas au coin de votre rue, n'hésitez pas à aller sur le blog de l'humanologue ou sur le site de Sciences Humaines. Où on vous retrouve donc, puisque vous êtes encore très présent, notamment sur l'humanologue. C'est cela. Jean-François, je vous remercie mille fois pour votre temps. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Pauline. Un très bon retour à Auxerre ce soir avec votre épouse. Ouais, merci. Au revoir.